Bonsoir tout le monde. Du coup, on vous accueille avec Patrick K. Dudney, auteur du cycle de Sif, entre autres. Salut. Et plein d'autres choses, le roman Croc, Mauvaise Graisse. On va discuter de jeux de rôle et d'écriture et du rapport entre littérature, écriture et jeux de rôle. Alors, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fédération française du jeu de rôle, de la FFJDR, parce qu'il y a plein de trucs sympas, notamment il y a une carte interactive de où faire des parties de jeux de rôle en France, où sont les auteurs, plein de conseils, etc. Voilà, et on est évidemment invité et accueilli par la FFJDR pour ce petit entretien. Donc, Patrick, je te présente rapidement. Just do it. Ok. Patrick, c'est un. Je suis gentil. Il est très gentil, effectivement. C'est un auteur que j'ai rencontré il y a quelques années. On s'est rencontrés plutôt dans un cadre, on va dire, militant, dans le cadre du jeu, mais on a très vite compris qu'on était rôliste. Alors, Patrick, il est auteur du cycle de l'enfant de poussière, que je vous. Le cycle de Sif. Du cycle de Sif. Dont l'enfant de poussière est le premier tome. L'enfant de poussière est le premier tome, mais Sif étant l'enfant de poussière, oui, voilà, le cycle de Sif, dont le 4e tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Enfin, non, en fait, il y a un. Oh non. Pas si longtemps que ça, mais c'est juste que comme je l'ai lu très vite. La Maison du Veilleur, et qui est un cycle d'heroic fantasy, qui est un cycle qui prend un peu à contre-pied les codes classiques du récit d'heroic fantasy, parce que, comme tu l'as déjà dit, PK, à de nombreuses reprises, on ne suit pas les grands princes, les rois, les puissants du monde, mais plutôt ce petit orphelin qui est Sif, où on commence le récit avec lui dans sa petite enfance et on va grandir et évoluer avec lui. Carrément. Puis peut-être on peut mettre les pieds dans le plat direct en disant que l'ambition du cycle aussi, du coup, c'est de rompre aussi avec la fantaisie traditionnelle d'un point de vue métaphysique. En fait, de faire basculer un récit qui traditionnellement découle de la... Enfin, c'est du mythe, quoi, c'est du mythe moderne, et donc emploie la métaphysique essentialiste de ce genre-là, et pour le coup de faire d'écrire un mythe moderne résolument et de manière assumée matérialiste. Oui, parce que dans le cycle, il y a l'idée que les expériences, mais pas que les expériences, aussi la condition de départ du héros détermine son rapport au monde, son rapport aux autres. Et en ça, c'est un peu plus, en un certain sens, le matérialisme dans l'heroic fantasy, c'est aussi le gritty. C'est le dur, c'est le réaliste, ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que en fait, je voulais aussi préciser que Patrick est un rôliste, en plus d'être un auteur d'heroic fantasy et un écrivain. T'as fait du jeu de rôle. Ouais. Et tu fais du jeu de rôle. Ouais. Et tu as masterisé, et tu masterises, et tu joues. Et, ouais. Je masterise plus que je ne joue, généralement. Ça se goupille comme ça. Tu as cette malédiction. C'est ça, j'ai la malédiction du me-jeu éternel. Bon, c'est une malédiction qu'on Mais ça va. Ça va. Souvent, c'est aussi une malédiction qu'on provoque soi-même. Oui, c'est vrai. Et moi, la première question que je voulais te poser, parce que ce soir, on va essayer que tu nous parles de ton expérience d'auteur, mais aussi de ton expérience de maître du jeu et de rôliste. Peut-être que tu nous éclaires sur des liens qui existent ou des extrêmes différences, parce que souvent on dit qu'il faut faire attention à ne pas faire de notre campagne de jeu de rôle un roman personnel, et inversement, j'imagine. Moi, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est possible de commencer une campagne de jeu de rôle enfant, comme on commence, excusez-moi, comme on commence commence le cycle, en fait, avec Sif qui a 8 ans au début du cycle.
et donc des aventures d'enfants, en fait. Est-ce que il y a ça entre le début d'une campagne de jeu de rôle où justement les joueurs et les héros sont un peu des enfants du monde, Ouais. et le cycle, est-ce que tu vois un lien? Ben, je dirais peut-être ça dépend des systèmes, mais genre si on prend le truc de base à la donjon, en vrai, tu prends un personnage de niveau 1, en termes de compétences, c'est quand même très squishy, quoi. Enfin, Ouais. peut-être moins sur la cinquième mouture, mais bon, enfin ouais, un perso de niveau 1, genre, je sais pas, dans la deuxième édition, c'est un enfant, quoi. Enfin, Et, et pas loin. puis, et puis Sif a aussi, au tout début du roman, les, comment dire, les aventures sont vraiment à toute petite échelle. Ouais, Il y a une rencontre, un crime, ouais. et la rencontre des personnages de Cornebrume, puis sa rencontre des différents pouvoirs en place, constitue en fait l'aventure. Mais l'agentivité du personnage est beaucoup plus restreinte. Il est beaucoup Ben, plus... c'est ce que j'allais dire, ouais. Je pense qu'une des difficultés qui me semble. Alors, déjà, comment tu fais pour caler un personnage enfant avec de l'agentivité si tu le laisses dans un cadre social genre connu? C'est-à-dire, est-ce que tu évacues la parentalité, qui est quand même. Enfin, tu vois? Est-ce que enfin, à quel point tu peux faire un gamin indépendant qui va grandir tout seul? Ben, tu peux, mais du coup, tu es toujours un peu peut-être dans les mêmes trajectoires. Donc, le sempiternel orphelin. euh, Parce que Sif est un orphelin, effectivement, être orphelin pour un récit d'aventure, c'est un trope, c'est un truc qui... Mais en même temps, c'est aussi une très grande liberté. c'est une D'ailleurs, c'est pas facilité narrative. c'est aussi une liberté, c'est une facilité, mais donc les facilités, ça a le mérite de pouvoir apporter plein de choses, quoi. Je pense que c'est pas pour rien que plein de joueurs et de joueuses font des orphelins. Ah non, c'est Il y a sûr. Ouais. vraiment un truc autour de mon personnage, je veux qu'il ne rende compte qu'à lui-même. Ouais, et puis ça évite aussi, peut-être si on n'est pas hyper à l'aise avec l'idée enfin, du roleplay, peut-être d'une manière générale. Hmm. Ça permet d'avoir un personnage qui n'a pas d'attache. Et un personnage qui n'a pas d'attache, c'est aussi enfin, quelque chose, quelqu'un dans lequel on va pouvoir projeter genre plus de fantasmes ou peut-être plus facilement, tu vois. Hmm. Parce qu'il y a cet aspect-là aussi, je pense, dans le jeu de rôle, et, enfin, en tout cas, dans le fait de jouer au jeu de rôle en tant que joueur. Tu as ce côté, comme disent les Anglais, tu vois, vicariously, to live vicariously. Enfin, je sais pas comment traduire trop ça en français, mais enfin, tu vis à travers ton perso, quoi. En fait, tes fantasmes, les trucs que tu peux pas réaliser vraiment dans la vraie vie. Et du coup, avoir un personnage qui a pas d'attache, en fait, tu vois, qui a pas toutes ces obligations familiales, notamment, ça peut-être ça permet aussi Mais pourtant, Sif, tu l'as dit, il vient d'un désir d'écrire de l'heroic fantasy matérialiste. Alors, ouais. pour essayer de clarifier ce que pourrait vouloir dire matérialiste, c'est que une heroic fantasy qui est ancrée dans le réel, où le héros ne possède pas l'essence de l'héros, Mm. mais en fait, le héros se construit. Ben, où rien ne possède l'essence de quoi que ce soit, c'est-à-dire où on a une lecture du monde qui s'appuie sur la théorie scientifique, en fait, Hmm. grosso modo. C'est-à-dire, on comprend les peuples non pas à l'aune d'une caractéristique mystique qui leur serait propre, mais à l'aune de c'est quoi leur économie, Hmm. c'est quoi leur organisation sociale, comment est-ce qu'ils se transmettent la culture, quelle est cette culture. Euh, c'est cette liste de choses-là, quoi. Euh, Et il existe aussi ces deux manières de faire un monde. Quand tu prépares ouais. un monde pour une campagne, il y a toujours une tentation, mais parce qu'elle est extrêmement agréable, et parce qu'elle nous Mm. est héritée de Tolkien et de tout ce qu'on connaît en heroic fantasy, de créer un monde où les choses sont nées à partir
sortir de leur fonction dans la grande lutte cosmique. Et les choses, en fait, ressemblent beaucoup plus à ce que nous, on connaît dans le vrai monde. Mais juste, on fait un pas de côté, les espèces sont différents. J'ai envie de dire presque le chemin évolutif a pris une forme différente. Complètement. Ben, enfin, en jeu de rôle, d'une manière générale, moi j'ai l'impression, y compris dans ce qui est proposé dans les comment on peut appeler ça, dans les franchises, quoi, tu vois, les plus connues, encore une fois, Donjons et Dragons, la fiction, mais en fait, enfin, c'est le jeu de rôle, oui, mais la fiction aussi intègre de plus en plus cette pensée matérialiste parce qu'elle reflète la société dans laquelle on vit. Et c'est une société où, très concrètement, en Occident, dans les sphères des gens qui consomment et pratiquent de la fiction, la métaphysique essentialiste qui était auparavant incarnée par notamment la religion est en train de se transformer petit à petit en autre chose. Et donc aujourd'hui, on a les orques de Donjons et Dragons de la 5e édition qui sont des personnages interprétables, qui ont leur culture, leur mage, enfin voilà, qui ont une cohérence et une existence qui n'est pas celle de créatures qui, comme tu disais, ont leur place du côté du mal dans l'ordre cosmique. Et du coup, ça transforme aussi la pratique de jeu, parce que tu joues très différemment un jeu où, en gros, il est moral de raser un village entier de gobelins, parce que ce sont des gobelins. C'est pas la même chose que de jouer un jeu où, concrètement, c'est immoral de raser un village de gobelins parce que ce sont des gobelins. Et puis, souvent matérialiser, enfin rendre plus matérialiste une campagne de jeu de rôle, en tout cas de mon expérience, ça plaît aux joueurs et aux joueuses. Et ça plaît pas à tout le monde, mais ça plaît quand même à beaucoup l'idée que soudainement, en plein milieu de leur opération de massacre du camp de gobelins, ils tombent sur une scène de vie des gobelins, parce que les gobelins doivent bien vivre, à moins que ce soit des champignons, mais on peut quand même se... et souvent, ça a créé des moments de jeu. En mode, oui, ça crée des moments en fait, ça complexifie l'univers, c'est surtout ça. Ouais. C'est peut-être je corrige ce que je viens de dire précédemment, mais c'est pas que ça rend immoral le fait de raser un camp gobelin, c'est que du coup la question de la moralité en fait n'est plus définie de manière arbitraire à la base, et donc c'est aux joueurs de faire de prendre leur propre décision morale. Il n'y a pas de grande boussole cosmique justement. Et du coup, ça, c'est une forme d'agentivité aussi. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, parfois, ça peut créer littéralement la tension dans l'histoire peut se matérialiser dans le groupe. C'est-à-dire quelles vont être les différentes positions morales des joueurs dans le groupe. Et plus le maître du jeu, ou alors, parce que c'est pas toujours le maître du jeu qui écrit sa propre campagne, hein. Parfois on peut reprendre son propre univers, parfois on peut prendre un univers qui existe, ou même se faire écrire l'univers par un ami. Et plus l'univers est, en fait, en quelque sorte, plus l'univers est réaliste, plus ces complexités et ces occasions de jeu apparaissent. Moi, j'ai très envie de parler du cycle de Sif. Alors, pour ceux qui n'ont pas lu le cycle de Sif, si tu veux bien, tu veux nous le résumer un peu, ce serait super. Bon, c'est quatre grands cycles. Pour l'instant, il y a 4 tomes. Donc, je vais parler du concept. Hein. Donc, le cycle de Sif, c'est donc la saga de fantasy que j'écris depuis désormais pas loin de 10 ans. On y suit l'histoire de Sif, qui est le personnage éponyme de la saga, qui est aussi le narrateur. Donc, on est sur un mode narratif qui est de l'ordre du mémoire, quoi. S'il y a des gens qui nous regardent et qui ont déjà lu Robin Hood, en gros, c'est souvent la question que je pose, genre quand les gens me demandent c'est quoi le cycle de Sif, je leur demande est-ce que vous avez lu l'Assassin Royal de Robin Hood, parce que souvent les gens qui disent de la fantasy l'ont lu, et en gros on est sur le même procédé narratif, c'est-à-dire un narrateur qui raconte son histoire d'un point ultérieur. On y suit donc le récit de vie du narrateur.
Et comme tu disais, dans le premier tome, très logiquement, il raconte son enfance. Où on apprend, on va dire pour commencer, et je m'en tiendrai peut-être là, que Sif, c'est même pas un vrai prénom, puisque en gros les Sif sont le nom donné à un des peuples qui habitent la forêt à côté de laquelle on retrouve Sif, qui est le sempiternel orphelin de toutes les séries de fantasy. Parce que clairement, la fantasy. De quoi? C'est un John Doe, en fait. Ouais, c'est ça. Et tout à fait, un John Doe, puisqu'il a genre autour de. Enfin, en tout cas, ses premiers souvenirs remontent à. Il dit qu'il a à peu près 7 ans. Un moment où il commence à vraiment pouvoir formuler une histoire à partir de cette expérience de vie. Mais voilà. Le fait est qu'on lui a donné le nom d'un des peuples qui habite la forêt à côté de laquelle on le retrouve, ce qui en dit pas mal sur. Peut-être ce qui en dit davantage sur les gens qui le retrouvent que sur Sif lui-même, quoi. Qu'il décide d'appeler le petit sauvage sauvage. Ça pose les bases. Mais... Et d'ailleurs, le début de l'aventure de Sif, le tout début de l'aventure, avant que le personnage s'étoffe et rentre dans les grands enjeux du monde et qu'on rentre vraiment dans la saga d'Heroic Fantasy, les premiers obstacles du personnage, c'est la violence de la société, le fait que lui vienne de la forêt, le rapport entre la cuvette et Cornebrume, la ville qui accueille, qui accueille pas vraiment, mais qui laisse s'installer les exilés des hautes terres. Et les premières aventures sont dans cette opposition, en fait, où il va... Complètement, ouais. La société, donc Cornebrune, qui est la ville frontière à côté de laquelle on retrouve Sif, incarne à ce moment-là une des sociétés qui va peser de manière importante dans l'histoire de Sif, qui est la société Brunide, donc dans laquelle la plupart des aventures de Sif se déroulent, même si Sif, en fait, alors déjà de ses origines, mais du fait aussi de sa trajectoire, va être amené à côtoyer beaucoup de cultures différentes. C'est peut-être ça, c'est un autre des trucs méta que je peux livrer par rapport au cycle, c'est que j'aborde mon cycle selon un angle qui est clairement issu d'une, je vais pas dire une surconsommation parce que je crois pas que ça existe, mais d'une consommation excessive de sciences humaines. Et du coup, il est amené à rencontrer beaucoup de cultures très différentes, qui ont des notions très différentes sur le monde, sur qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Enfin bref, l'une des choses que j'essaye de mettre en évidence dans le cycle, c'est le relativisme culturel est une notion qui m'intéresse beaucoup. Je pense que, évidemment, j'écris de la fantaisie pas seulement pour parler d'un monde qui n'existe pas, mais surtout pour parler du monde dans lequel nous on vit. Et ça me permet de mettre en évidence que ce qu'on tient pour vrai, ce qu'on se représente comme étant des réalités assez monolithiques, parce qu'on nous les présente comme telles, en fait, c'est faux. Et en fait, si les gens lisaient davantage d'ethnologie, davantage d'anthropologie, ils verraient qu'ils habitent une planète où le foisonnement en termes de représentation, de concepts, de notions, est absolument incroyable, quoi. On s'imagine des choses, on ne s'imagine même pas des fois. Bref. Et, non, mais complètement. D'ailleurs, moi, en tant que lecteur du cycle, on découvre le monde à travers ces chocs. On découvre le monde parce que du coup, il y a le monde des primautés, donc il y a les 10 cités, c'est ça? Il y a les 5 cités, elles sont un peu plus loin. Ouais. Les 5 cités, mais il y a les 10 primautés qui sont... Ah, donc attends, donc du coup, alors, le nombre est variable selon les tomes. Okay. Mais on va dire qu'il y a une douzaine de primautés brunides qui occupent la péninsule, qui en fait n'est pas vraiment une péninsule, mais qui a été appelée comme ça par des gens qui ne savaient pas que ce n'était pas une péninsule. Il y a au nord les cités de Carme. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme entité à côté des cités de Carme et entre le pays de Brune, il y a le pays Var. Plus loin, les plaines.
Hmm. Au sud, on a les côtes de pluie. Ensuite, si on fait le Ouais, tour de la péninsule, on va avoir les cités Carmes et le Pays Var. ouais. Et de l'autre côté, Il y a l'Igérie entre les deux. Enfin, il y a l'Algérie. d'endroits, de trucs, de peuples différents. Il y a aussi enfin, ces zones-là, elles sont pas occupées que par un seul peuple aussi. Donc, il y a Mm, les tribus montagnardes, il y a les clans. Donc, on a cité les Sifs, mais il y a les Gaïches, il y a les Gaïctes, il y a les bien sûr. Païnotes. Bref, il y a tout un tas de choses et de gens. Et puis là, on rentre même pas on reste On ne rentre pas dans le détail. non. Puis on reste chez les humains en plus, parce qu'il y a Et d'autres choses, il c'est y a ça. Il y a les d'autres espèces catiches. aussi qui sont là. Il y a les Il y a les catiches notamment. catiches qui Il y a aussi sont les ogres. des ogres, bien sûr, les ogres qui sont très touchants. Moi, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est un très grand plaisir dans la lecture du cycle, euh, le, le fait que l'existence du monde soit vraiment saupoudrée et pas exposée. Alors, toi, tu utilises principalement deux médias pour ça. Il y a les interchapitres, où Mhm. tu présentes des morceaux de philosophie des différents peuples. Donc, ça a un nom en littérature, mais ce sont des fausses Des exergues. citations, des exergues, qui sont des objets très, très agréables, très savoureux pour le lecteur, parce que on sait bien que c'est l'auteur qui produit ses pensées, mais en fait, on a la sensation vraiment que ce sont des vrais philosophes, des vrais penseurs, des explorateurs, Mhm. etc. Et ça nous donne un aperçu des différents peuples que Sif ne peut pas rencontrer. En fait, on peut pas les expérimenter sans aller trop vite et sans briser le récit. Mhm. Et donc, il y a cette expérimentation progressive. La première fois qu'on entend l'Igérie, par exemple, c'est juste parce qu'il y a des chevaux qui s'appellent les chargeurs ligériens. Et oui, on remonte le livre et on voit qu'il y a un pays qui s'appelle l'Igérie, qui est à côté du pays de Var, qui sont les mercenaires qui chevauchent ces montures. Et, euh, et du coup, je voulais te poser une question. À quel point c'est important, quand tu écris un roman, mais aussi quand tu écris une campagne de jeu de rôle, Mhm. d'écrire des choses que tu ne montreras jamais? Tu es malin, Balthazar. Euh, ben, alors, est-ce qu'on peut d'emblée, je veux me débarrasser d'un truc, euh, histoire de contextualiser toutes les réponses que je vais te faire, c'est que ce que je livre là, c'est mon avis. Euh, il vaut ce qu'il vaut. Et je me permettrai pas d'asséner des vérités universelles à propos de grand chose. Euh, Par contre, moi, ma démarche, c'est que effectivement, il y a allez, 90% de l'univers dans lequel se déroule le cycle de Sif, donc qui commence quand même à être. Enfin, il y a une sorte de. On peut commencer à fabriquer des maisons avec. Enfin, c'est des grosses bricasses, quoi. Il commence à y avoir de la matière. Je calculais l'autre jour que quand j'aurai terminé, en gros, on sera pas loin, on aura dépassé en théorie les 8 millions de signes. Donc c'est bref, il va vraiment y avoir beaucoup de matière sur l'histoire de Sif. Et en fait, tout ça va vraiment effleurer une partie de l'univers dans lequel tout ça se déroule. Et là, du coup, j'ai envie de partir dans tous les sens, donc je vais essayer de cadrer un tout petit peu Ouais, mieux ma je sais, mais vas-y. On part dans tous les sens, c'est pas grave, je peux essayer de rediriger un truc. Au contraire, c'est la question du world building, c'est énorme. Donc, tu as parlé des exergues. Alors là, je vais faire une micro-parenthèse parce que je voudrais juste aborder très brièvement le processus créatif autour du cycle de Sif. Parce que c'est un processus qui a une grosse part collective. Je ne vais pas dire que c'est de l'écriture collective parce que ce serait mentir, mais je bosse avec une quinzaine de personnes. Donc je ne savais pas que le mot bêta lecteur, bêta lectrice existait euh, quand j'ai commencé à faire ça. Moi, j'ai toujours appelé ça mon comité de lecture. Et en fait, là-dedans, il y a des gens qui clairement ont un rôle qui dépasse de loin le cadre de la bêta lecture classique. J'ai des gens que je peux consulter sur une variété de sujets.
et avec qui je peux élaborer pour certaines les angles politiques, notamment, par lesquels je souhaite aborder tel ou tel sujet. La contribution la plus visible de ce comité, ça a été ces exergues. Quand j'ai achevé le premier tome, je crois que je bossais avec 12-13 personnes sur le premier tome, mais je bossais déjà comme ça. Ça, c'est un processus qui s'est vraiment renforcé par la suite, mais sur le premier tome, c'était déjà ça. J'ai eu 6 personnes, c'était presque la moitié des gens qui avaient lu le truc, qui me disaient bah, « c'est super Patrick, mais par contre, c'est hyper claustrophobe ». En fait, on est dans la tête de Sif, avec des œillères de Sif, qui est un petit gamin, en plus un petit gamin des rues, genre qui n'a pas d'érudition, en fait, qui pipe que dalle au monde dans lequel il habite. Et on sent qu'il y a quelque chose là. Mais en fait, on le voit pas. Et du coup, c'est trop claustrophobe. Et donc, moi, j'ai eu à me poser une question un peu existentielle sur, OK, comment je fais là? J'ai mis le premier tome, je l'ai écrit, j'ai écrit 2 autres romans pendant l'écriture du truc. Bon, c'est un processus compliqué, mais ça a duré j'ai commencé en 2014 et ça a été publié en 2018, donc il y a quand même un certain nombre d'années de travail. Et en fait, j'ai dû me dire, là, je peux pas réécrire tout, je peux pas rendre ça, genre, comment est-ce que je peux tricher, en gros, pour dissiper cette sensation. Et en fait, j'ai trouvé ça comme solution. Et voilà, les exergues sont apparus et en fait, effectivement, ça a ouvert des fenêtres sur le monde extérieur. Et en fait, j'arrive à me cadrer pas trop mal. Donc, je voulais dire ça d'abord, par rapport aux exergues, mais je voulais aussi dire, donc par rapport à ce que tu disais sur est-ce qu'on peut, les détails qu'on ne verra jamais. Donc, tu l'as dit, je suis un rôliste, j'adore le jeu de rôle, mais je crois que il y a un des points négatifs que je suis capable d'amener, de poser sur la table, il me semble, qu'a amené le jeu de rôle dans la manière dont on a envie de construire les romans, c'est la question du world building. Je dis souvent que, en gros, il y a des bouquins, tu les lis, et on m'envoie quand même pas mal de manuscrits, et j'essaye d'en lire quelques-uns. Et très souvent, c'est regarde mon gros univers. Et en fait, tout le monde s'en fout de ton gros univers si tu n'accroches pas les gens avec une histoire qui tient le coup. Et du coup, on a souvent la facilité, ou on va dire pour moi, l'écueil dans lequel sombrent pas mal de récits de fantasy, ou de tentatives de récits de fantasy, c'est qu'on fait, c'est genre, en gros, on fait du tourisme. Et l'histoire est un prétexte à faire le tour de la map. Et ça, à mon sens, autant ça peut très bien marcher dans le cadre d'un jeu de rôle, autant dans le cadre d'un roman, c'est très très dysfonctionnel parce que c'est pas ça qui va, c'est pas la perspective de faire tous les points d'une carte que tu es le seul à connaître qui va accrocher les gens, quoi. Ce qui accroche les gens, c'est l'histoire. La vérité, c'est que c'est très dysfonctionnel en littérature, c'est aussi très dysfonctionnel en jeu de rôle. Ah ouais. Parce que ça manque la marche principale, qui est le fait que les joueurs doivent avoir un plaisir de jeu. Oui. Et il y a très peu de plaisir de jeu à déplier l'esprit de quelqu'un d'autre. Alors, c'est hyper intéressant que tu aies parlé des exergues. Alors, les exergues, on réexplique pour tout le monde. Ouais. C'est tu veux que je le fasse, Balthazar? Oui. Non, je te disais, tu veux que j'explique ce que c'est? Vas-y, fais-le. Parce que j'ai des bouquins très littéralement à côté de moi. Vas-y. Donc, en gros, chaque tome du cycle de Sif, donc ça, c'est le premier, l'enfant de poussière,
est découpé en 4 livres. Ce sont c'est de l'agencement, quoi. C'est pas des histoires différentes. On reste toujours dans le jeu de la première personne des mémoires de Sif, mais néanmoins chaque bouquin, chaque tome, pardon, est découpé en 4 livres. Et ces 4 livres sont introduits systématiquement par une carte et par 3 exergues donc, qui autoréférencent l'univers dans lequel on évolue. Donc là, par exemple, on sait à l'envers. Est-ce que c'est à l'envers que pour moi ou est-ce que c'est aussi à l'envers pour vous? Je ne sais pas. Non, c'est aussi à l'envers pour vous. Ok. Bon, là, par exemple, on a un champ. Juste avant, il y a le passage je sais pas, d'un historien qui dit des trucs. Et là, on a des archives issues voilà, de quelque part. Et en fait, chaque fois qu'on rentre dans une nouvelle phase narrative, puisque les livres dans le tome marquent ça aussi, cette phase narrative, elle est introduite par des petits passages comme ça, donc des chants, tel ou tel philosophe étranger qui dit tel ou tel truc, tel ou tel, je sais pas, comptine, ça peut être 12 000 trucs, des extraits de pièces populaires qui sont joués, enfin, voilà. On autoréférence l'univers. Ça fait partie de la démarche globale du cycle aussi. Tiens, ça c'est un autre truc que je peux dire à propos du cycle. C'est que dans le cycle, en fait, à aucun moment je fais du méta-récit. Donc, on part du principe que tout ce qu'on donne à voir dans les bouquins, cartes comprises, exergues compris, enfin tout est issu de la diégèse de l'univers, comme on dit. J'ai toujours du mal à dire ce mot, diégèse. Et du coup, voilà, c'est conçu à l'intérieur du monde. Et par exemple, Fanny, qui est une illustratrice de ces cartes. Complètement. On a discuté préalablement de comment est-ce qu'on pouvait en gros faire en sorte que que les visuels soient ou ressemblent à des choses qui sont conçues, qui auraient pu être conçues à l'intérieur même de l'univers. Il y a des petits dessins d'ambiance au charbon, il y a des trucs comme ça, quoi. Voilà. Alors, pour transmettre un sentiment de lecteur à ceux qui écoutent, pour moi, le cycle de Sif, il apporte une sensation de lecture qui est plutôt médiévale. Mais il y a une forme d'anachronisme, ou en tout cas de sensation anachronique, qui fait que ça fait un peu haut Moyen-Âge, ça fait aussi un peu bas Moyen-Âge. Il y a peut-être l'équipement, la présence des cottes de mailles, les cataphractaires de Var font plutôt penser au haut Moyen-Âge, donc avant dans le temps. Alors que le fonctionnement politique des primautés indépendantes qui se réunissent lors de conseils de banquiers, ça fait plutôt penser à de la pré-Renaissance. Et ça donne un univers très riche. Et ça, c'est juste les Brunides. Et ça, c'est juste les Brunides. Ensuite, il y a évidemment les Carmes qui font un peu penser à un mélange de plein de choses, peut-être d'Empire perse. Bon, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est difficile de vous figurer ça, mais ce dont on essaye de parler, c'est que c'est essentiel pour que votre univers soit vivant, de le travailler beaucoup. Mais ce n'est pas du tout essentiel de le montrer en force ou de le verser dans un entonnoir, dans la bouche ouverte de vos joueurs, comme une torture médiévale. Et c'est ça qui est intéressant dans Sif, et c'est aussi pour ça que j'avais très envie de demander à PK un peu ses secrets, parce que c'est très bien maîtrisé, et c'est un peu une leçon de comment nous faire croire que l'univers est vraiment là, parce qu'en fait il est vraiment là, et en fait on en dit très peu, et ce que vous dites de peu ne peut être bien dit que parce que le reste existe. Mais puis, paradoxalement, je voulais rajouter un petit truc, c'est que c'est aussi possible de faire un super univers en écrivant beaucoup moins. Mais on va dire, c'est d'autres pratiques, c'est d'autres méthodes, c'est plutôt un univers qui va se construire à partir d'aventures qui vont, où on va partir du tout petit et on va aller vers le loin, alors que j'ai l'impression que pour Sif,
plutôt, tu as fait un gros travail préparatoire avec beaucoup de choses, même si le sujet, c'est pas ça, le sujet, c'est Sif. Mm. Et c'est le héros. Mais tu allais Ouais. dire un truc. Je me souviens plus. Mais mais parce que du coup, j'écoutais, enfin, je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais là, où en fait, ouais, ok, non, si, je pense que je vois ce que je voulais dire. Il y avait pas tant de travail préparatoire que ça sur le cycle. C'est un univers qui s'est étoffé beaucoup au fil des ans. En gros, quand je me suis dit que j'avais les épaules, parce que donc mon parcours littéraire est quand même, comme tu l'as dit, un peu bizarre. J'ai fait plein de trucs. Mais j'ai fait plein de trucs tout en me disant qu'un jour j'écrirais une saga de cet ordre-là, quoi. C'était un peu l'objectif, mais par contre, j'ai rapidement compris qu'il fallait être quand même un technicien au moins convenable pour prétendre se lancer dans un truc de cet ordre-là. Et du coup, moi, j'ai attendu et j'ai un peu aiguisé Enfin, j'ai une approche très artisanale de l'écriture, hein. Je te disais tout à l'heure, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vois vraiment comme ça, quoi. Et du coup, au moment où je me suis lancé, c'était un projet qui avait mûri pendant pas mal de temps, une espèce de collision, d'envie, de réflexion par rapport à l'objet mythologique sur lequel avait porté notamment mon mémoire, enfin mon master 1. Et moi, mes lectures en fantasy, mais aussi mes lectures en sciences humaines, et aussi derrière, il y a un projet, enfin, pour ne pas faire dans la fausse pudeur politique. Donc, c'est un peu tout ça. Et en fait, quand l'univers, en gros, quand je me suis dit, c'est bon, vas-y, tente, tu peux tenter. Je crois que ça a duré 10 jours. J'ai eu 10 jours juste où j'ai couché plein de trucs sur le papier, quoi. Vraiment, le squelette, il est arrivé à ce moment-là. Le personnage, enfin les personnages, mais le narrateur est arrivé à ce moment-là. L'univers est arrivé à ce moment-là et l'histoire est arrivée à ce moment-là, en fait, parce que toutes ces choses, elles existent. Le personnage, l'histoire et l'univers existent pour tenir un discours. Comme je te disais tout à l'heure aussi, le cycle, pour moi, je l'envisage vraiment comme un processus. C'est quelque chose au bout duquel j'ai envie d'aller, quoi. Et du coup, micro-parenthèse, mais depuis tout à l'heure, tu emploies le terme heroic fantasy. Je ne crois pas que j'écrive de l'heroic fantasy. Je crois que j'écris de la fantasy. Clairement, j'écris pas. Il n'y a rien d'héroïque dans. Enfin, justement, même du point de vue narratif, j'essaye de ne pas écrire un héros. J'essaye d'écrire un personnage, un narrateur. Quelqu'un qui a comme une trajectoire bourdieusienne lisible. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Et du coup, à quoi est-ce que je répondais originellement? Oui, l'univers, donc, c'était pas si étoffé que ça. Et en fait, je pense que ça rejoint la question de l'agentivité, finalement, et de comment est-ce que tu conçois l'objet livre et par extension la narration. Pour moi, mon rapport théorique à l'objet livre, c'est que c'est un objet transistor. C'est que c'est un objet qui n'est pas l'histoire. C'est un objet qui sert à relayer l'histoire. L'histoire, c'est ce qui se passe quand l'objet livre est ingéré et quand ça prend consistance émotionnellement à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'histoire. Et moi, tout ce que j'ai mis en œuvre du point de vue de la technique de l'écriture, mais aussi de l'histoire, du rythme, du world building, tout ça va s'ancrer et la véritable histoire, elle arrive à ce moment-là. Et du coup, c'est une question d'agentivité aussi, de ne pas trop en mettre, parce que si tu parles d'un endroit lointain en 2 phrases, et c'est un endroit dont d'autres personnages, par exemple, peuvent parler et en dire quelque chose, mais ils savent pas trop. En fait, là, tu crées un mystère. Tu donnes au lecteur ou à la lectrice quelque chose dont il ou elle peut s'emparer, qui va lui donner
envie de l'explorer. C'est pareil en jeu de rôle, hein, pour le coup, c'est le même processus. Mais tu vas créer un mystère et tu vas remettre de la gentilité à, à ton lecteur, ta lectrice ou ton joueur, ta joueuse. Alors que si à l'inverse, tu déballes 15 pages sur cet endroit, comment c'est, son histoire, pourquoi tel roi et tout, bah voilà, c'est bon, tu as fait le tour. Voilà, c'est fait. Et en fait, tu n'as pas laissé l'autre personne s'emparer de ce que toi, enfin, de ton histoire, en fait, participer à l'histoire. Et moi, c'est une des choses qui m'intéresse le plus dans le jeu de rôle, c'est que c'est une forme collective de narration. Bien sûr. Parce que moi, je suis fasciné par les histoires. Je crois qu'on est des êtres à histoire, avant tout. Et que ça, c'est un médium extrêmement intéressant parce que c'est quelque chose d'assez inexploré. Tu vois, c'est un territoire encore, la collectivisation de la narration, c'est un territoire encore qui n'a pas été beaucoup débroussaillé, quoi. Ah oui, complètement. Et puis Et qui continue à évoluer en plus. Et ça continue à évoluer et puis ça va exploser parce que je pense que pour le coup, c'est une pratique qui peut s'inspirer du jeu de rôle. C'est intéressant que tu parles de ça parce que je lis dans le chat, justement, on a une question de Keil qui dit qui dit pour certains lecteurs de fantasy et joueurs de D&D, parfois c'est frustrant car on a envie de tout connaître du monde. Est-ce qu'écrire une sorte de recueil du monde ou de glossaire, enfin une sorte de guide pratique, un livre vous semble intéressant ou est-ce que c'est restreindre l'imagination? Ta réponse, PK, elle est. En vérité, moi, je me retrouve beaucoup dans ta réponse, dans ma pratique du mastering. Je pense qu'il y a toujours un peu les deux. Quand on est maître du jeu, il y a toujours un peu ce truc de faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et on va dire, il faut laisser de la place à l'imagination le plus possible. Il faut laisser des espaces parce que ces espaces sont des espaces où les joueurs ont de la liberté, tout simplement parce qu'on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Donc on va le rajouter en conséquence de ce que font les joueurs, et ça va donner un truc en fait hyper organique, hyper réaliste, souvent même plus réaliste que ce à quoi on a pensé parce que les joueurs et les joueuses sont très intelligents et ont des réactions naturelles. Parfois, le mystère existe aussi parce que les choses sont écrites. Elles sont écrites, elles ne sont pas dites, mais elles sont écrites, elles existent, et le mystère consiste à les... Enfin, je pense que pour le coup, je pense que les deux pratiques fonctionnent, même si le mystère écrit déjà, est déjà rempli et découvert, est un moyen, est un moyen de narration où le maître du jeu, dans le cas du jeu de rôle, a plus de pouvoir, plus de contrôle sur l'histoire. Alors que l'histoire, en quelque sorte, qui est remplie par l'action des joueurs et des joueuses, est peut-être plus un procédé de jeu de rôle narratif. On avait parlé d'Apocalypse World et de la campagne que tu tenais, où vous construisez un peu le monde à deux. En vérité, il n'y a pas de réponse absolue. C'est-à-dire que pour Keil, oui, par moments, c'est hyper agréable d'avoir un glossaire du monde et d'aller voir tous les mystères du jeu, de la campagne que tu es en train de vivre. Mais en même temps, c'est dommage après parce que soudainement, ton rapport à la campagne de jeu de rôle que tu joues est un rapport désinnocenté, entre guillemets, un peu moins aventuresque, il y a moins de mystère. Donc après, je ne sais pas s'il y a une réponse définitive à cette question. Il n'y en a pas. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est des projets différents, en fait. Et je pense que tout dépend du projet. Par exemple, avec le cycle, il y a un beau livre qui est prévu, qui va aller explorer les ailleurs dont on cause dans les bouquins, mais où on ne va pas, parce que ce n'est pas le propos des bouquins. Et donc là, on élabore encore un autre mode narratif différent où, en gros, il y a 6 personnages qui vont servir de colonne vertébrale, qui ont tous et toutes une pratique artistique différente, puisque ça reste un beau livre, mais aussi qui ont en point commun d'avoir un peu visité tous les coins, tous les 4 coins du monde connu. Et du coup, là, les gens qui ont été frustrés dans le cycle de rester surtout sur la péninsule, ils vont pouvoir aller voir, explorer ailleurs
enfin voilà, l'univers étendu. Mais c'est pas le même projet. Et clairement, si j'avais intégré ce projet-là dans le projet du cycle, je pense que ça aurait largement desservi le, le, le parti pris narratif du roman lui-même, quoi, enfin des romans de la série. Du coup, je vais en profiter pour te faire rebondir sur, parce que le sujet quand même d'aujourd'hui, c'est précisément les différences et enfin, Oui, les humilités et les différences euh, entre l'écriture holistique et la littérature, en fait, l'écriture ouais, de fantasy, c'est ça, c'est le terme. Euh, Moi, la lecture du cycle, euh, et je vais essayer de le décrire de la manière la plus accessible pour ceux qui n'ont pas lu le cycle. À un moment donné, est-ce que je peux me permettre de spoiler deux, trois trucs? ça tu vois avec les gens. Oui, Bon, ouais. ça Spoil arrive ce que tu veux. rapidement, c'est pas un gros spoil. À un moment donné, le héros, Sif, il s'entoure. Bouchez-vous les oreilles, les gens. Non, pardon. Il s'entoure de gens. Mm, Euh, Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ses compagnons et ses compagnonnes sont parfois des amis, mm, et parfois pas forcément. mm, Parfois, ce sont des gens avec qui il est un peu bloqué. Il est comme ça, coincé avec un ancien ennemi. Je pense à Audran, mm, le tueur de l'écailleuse. Enfin, bon, voilà, j'ai spoilé, mm. c'est pas grave. C'est le tome 2. Donc, Tome c'est le 3. tome 3. Ouais, ok, bon, ça peut être embêtant, mais bref. Et il constitue, en fait, avec ses personnages, un super nom d'ailleurs de groupe qui est une coterie. Il constitue un groupe. Et moi, à la lecture du cycle, j'ai eu un sentiment de confort. J'ai eu un sentiment assez agréable, assez doux. Mm, J'ai eu un sentiment très doux autour de la coterie, et qui pourtant est assez dysfonctionnel comme groupe, et autour de leur base, la tannerie. mm. En fait, j'ai eu un sentiment, et je crois que je l'ai compris pendant la lecture, je crois que c'était un sentiment qui me rappelait le groupe dans le jeu de rôle. Et oui. Le fait d'avoir ses copains et ses copines, et d'avoir tous nos personnages extrêmement différents. On ne sait pas trop pourquoi on est ensemble, et parfois d'ailleurs, c'est le MJ s'arrache les cheveux pour rendre ça possible, mais le groupe se tient. Et le groupe fait des trucs ensemble, et parfois ça marche pas, parfois ça s'éclate. Est-ce que je délire complètement, ou est-ce que c'est des choses que toi tu reconnais? Non, je crois pas que tu délires. Je crois pas que tu délires et je pense que la raison pour laquelle ça te fait ça, c'est parce que un des trucs auxquels je suis très attaché dans le cycle, c'est aussi le développement des personnages. Euh, Moi, j'ai pas de personnage qui sait pas ce qu'il fout là. J'ai pas de personnage qui est juste là pour faire genre, même si peut-être au début on peut le penser. En fait, tout le monde est sa propre personne. Tout le monde est là pour ses propres intérêts, pour ses propres raisons. Et Sif, c'est certes le narrateur, mais encore une fois, c'est pas le héros. Et lui, il est là avec idem, des fois, pas trop savoir ce qu'il fout là. Enfin, en fait, je, je pense que enfin, c'est juste assez réaliste ce truc-là. Enfin, nous, dans nos vies, souvent, c'est pas ce qu'on fout là. Et en fait, ce sentiment, moi, j'ai discuté avec euh, des gens qui sont allés faire la guerre à l'autre bout du monde, qui sont retrouvés avec des gens pareils. Et même dans des circonstances où ils risquaient littéralement leur vie, ils savaient pas trop des fois ce qu'ils foutaient là. Et ils étaient entourés de gens qui savaient pas trop ce qu'ils foutaient là non plus. Et en fait, des fois, on sait pas ce qu'on fout là. Mais des fois, on sait. Et bref. Et du coup, mes persos, ils sont construits comme ça. Enfin, ils sont construits comme des personnages, genre tous. Ils sont, même si c'est, même si en vrai, c'est du déguisement, parce que en vrai de vrai, ils sont là pour servir une histoire. Mais moi, mon optique, c'est de les rendre crédibles en tant que force dans cette histoire-là. Et en fait, leur fonction, c'est surtout ça. C'est d'impulser le récit dans telle ou telle direction parce que eux et elles ont aussi leur propre agentivité. C'est c'est intéressant que tu termines par ce point de l'artifice, parce que personnellement, je suis convaincu que, en tout cas dans l'exercice d'une campagne de jeu de rôle, et donc peut-être ce que tu es en train de dire, c'est qu'aussi en littérature ça fonctionne,
l'artifice ou l'illusion, c'est pas du tout malhonnête. Au contraire, Non. c'est un processus qui rend heureux tout le monde. C'est vrai que au tout début de mes premières campagnes de jeux de rôle, j'avais toujours cette inquiétude de mais comment je vais faire pour que les joueurs et les joueuses soient ensemble. Et en fait, il y a un truc un peu magique, c'est un peu un principe de synchronicité avec les je sais pas comment ça s'appelle, les trucs là, les trucs qui rythment le piano là, les pendules. Métronome? Les quoi? Les métronomes. Les métronomes, c'est ça, avec les métronomes qui s'adaptent. C'est que les personnages, comme ils se tiennent eux-mêmes, ils finissent par se tenir ensemble. Oui. Et d'ailleurs, les débuts de campagne sont souvent un peu chargés de ces tensions. Et en fait, elles se dissipent, elles se transforment, voire elles s'inversent à la fin de la campagne. Et ça fait partie des moments les plus heureux pour tout le monde, en fait. Ça fait, ou des plus forts émotionnellement. Et à la lecture du cycle, par moments, c'était presque tellement agréable que quand de nouveau les héros sont pris les personnages sont pris dans le tumulte de l'action, on en vient à être nostalgique des moments calmes passés à la tannerie où les personnages ne savent pas trop pourquoi ils sont ensemble. Parce qu'en fait, il y a quand même un sentiment d'amitié, ou en tout cas d'amour de l'autre, qui naît de personnages qui ne s'aiment pas trop. En tout cas, d'amour de leur présence, où Audran et Sif se détestent, mais en quelque sorte, ils se respectent, et nous, on aime les voir ensemble. Et je trouve que c'était un sentiment un peu rôliste, enfin, un peu qui touchait à des expériences rôlistiques. Oui, de fait, oui. Et du coup, je voulais te poser une autre question à ce propos-là. Parce que ces personnages sont au service de l'histoire, et donc il y a une forme d'artifice. Est-ce que c'est difficile, comme pour les maîtres du jeu, est-ce que tu as une difficulté à tenir, en quelque sorte, le réalisme que tu veux dans tes histoires? Donc les personnages ont tous une existence, il n'y a pas juste Charles-Henri, le grand chevalier, qui est juste là pour être un chevalier. Souvent, il a un problème de lignage, je sais pas, il n'est pas très bon cavalier, il ne veut pas que ça se sache, enfin, il existe. Dès qu'on va un peu plus loin, le personnage s'étoffe et existe. Et, entre guillemets, la nécessité d'une aventure. La nécessité d'une aventure, qui est de... Parce que dans le cycle de Sif, il y a vraiment plusieurs moments où les personnages n'ont pas grand-chose à faire, mais parce qu'il ne se passe rien. Dans le monde, c'est des moments d'attente. C'est des moments de... D'ailleurs, souvent, au Moyen-Âge, on ne faisait les guerres qu'à une certaine période. Oui. L'hiver, on ne fait rien. On travaillait nettement moins qu'aujourd'hui. On travaillait nettement moins qu'aujourd'hui, effectivement. Et donc ça, c'est très présent dans le cycle, des moments réalistes où en fait les personnages parfois sont pas tout le temps en train de sauver le monde et faire des trucs de fou, mais il faut quand même que ça existe. Et ça existe. Et Sif, même si c'est un héros réaliste, c'est quand même un personnage qui a tendance à attirer le destin. Comment tu tiens cette tension un peu, parce que entre le récit ultra réaliste et la nécessité de l'aventure? Alors moi, en tant qu'auteur, en tant que narrateur de l'histoire de mon narrateur, mon histoire, elle est posée, si tu veux. Mais en fait, quand je dis mon histoire, elle est posée, ça veut dire que mes événements, ils sont posés. Et qu'en gros, ma variable est là, c'est que je narre un narrateur. Et que du coup, autant moi, je sais ce qui va se passer, autant je ne sais pas toujours comment le personnage va le raconter. Mais du coup, j'opère pas depuis un point où je sais pas où je vais. Je sais exactement où je vais. Je sais très bien ce qui se passe. Je connais. L'histoire de Sif, elle est écrite. Elle est écrite depuis longtemps. Et je sais pourquoi elle est écrite. Donc, je pense que l'aborder de cet angle-là, de la contrainte narrative, genre, est-ce que ça m'est déjà arrivé de caler une scène d'action juste parce qu'il ne se passait rien? Non.
Et en fait, Non, c'est un des partis pris, je pense, un peu qui divise quoi, sur le cycle. C'est que clairement, le cycle, il y a un parti pris de lenteur qui hmm. s'assume, où, comme tu dis, on prend le temps. Moi, il y a un truc tu vois, que j'ai remarqué qui divise beaucoup les gens avec qui j'en ai discuté, euh, et dont je comprends l'incroyable nécessité, c'est les 200-300 premières pages du Seigneur des Anneaux, qui sont Hmm. rédhibitoires. C'est genre, Hmm. les gens qui n'arrivent pas à lire Le Seigneur des Anneaux, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à passer ce putain de passage de la comté par lequel le bouquin Pour le commence. tabac et C'est le que fromage. dalle. Ouais. Exactement. Mais le truc, c'est que une fois que tu as passé ça, que tu as vécu toute l'aventure et que tu reviens dans la comté, tu as vraiment l'impression de revenir quelque part. Hmm. Et si tu t'étais pas tapé les pieds de papa bref, de Ham Gamgee sur la table, Penbook. exactement, si tu t'étais pas tapé la généalogie, les trois variétés d'herbes différentes et où est-ce qu'elles se plantent, machin, machin, si tu n'avais pas réussi à endurer ça, et du coup, tu aurais arrêté de lire. Donc, hein. Mais tout ça pour dire que c'est comme, pour moi, ça rejoint ce que tu disais sur le fait de trop en dire sur ton world building. En fait, tu peux aussi avoir un trop plein d'action, tu vois. Parce que il y a un autre truc qu'on n'a pas forcément dit sur le cycle, mais du coup, une grande partie de la narration, elle est portée en avant par les réflexions de Sif, Hmm. du personnage. Et du coup, quand il se passe des trucs, genre des trucs violents, lui, souvent, il a besoin de débriefer aussi. Enfin, Hmm. tu vois, il y a un côté. Moi, en fait, quand je disais, j'écris pas de héros et j'écris pas de héros volontairement, c'est pour pas mal de raisons, parce que narrativement, je trouve que c'est une fonction qui a des ramifications politiques, dont je pense que ce serait bien qu'on se défasse. Tu vois, l'homme providentiel, enfin bon, bref, toutes les conneries. Euh, comme on dit, le syndrome du personnage principal. Mais c'est aussi parce que, en fait, ça m'intéresse pas d'écrire quelqu'un qui bute 40 mecs au ralenti avec une main dans le dos et qui se réveille le lendemain et qui fait la même chose. En fait, d'une part, ça ôte à l'emploi de la violence toute son exceptionnalité, mais aussi ça dit quelque chose du personnage lui-même, c'est-à-dire, enfin, c'est qui ce gars qui tue 40 personnes et qui en a rien à foutre, enfin, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, j'ai pas envie qu'on me raconte l'histoire de ce gars-là. Euh, enfin, Mais genre, c'est marrant. c'est pas badass. En fait, tu vois, j'ai un gros combat aussi, je pense, dans les bouquins contre l'esthétisation de la violence. Bien Autant le sûr. personnage se pose beaucoup de questions par rapport à la violence, autant elle est jamais esthétisée. Elle est toujours, quand elle est exercée, décrite de manière réaliste, c'est-à-dire sans faire non plus du porno, mais sans dire, enfin, en disant ce qui se passe, quoi. Mais c'est abordé de manière réaliste. Et du coup, moi, j'ai pas envie j'ai pas envie enfin, j'ai pas envie de mettre en scène un personnage euh, enfin, en fait, c'est pas badass de tuer des gens, quoi. Et bref. Non, 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 mais je suis très content que tu parles de ça parce que, en fait, quand je te demande, au fond, la tension entre le réalisme d'un récit Mm. lent et l'action, en un certain sens, moi, à la lecture du CIF, j'étais prêt en tant que lecteur à voir de moins en moins d'action. Mm. Cool. Euh, bon, après, c'est un plaisir Ça tombe personnel. bien parce que dans le Somme 5, il se passe rien du tout, quoi. Ouais, voilà, j'ai hâte. Non, non, mais c'est un plaisir personnel. Mais alors, bon, moi, ce que j'aime beaucoup dans le cycle, c'est que, effectivement, l'action, le dynamisme, et qui passe souvent dans le récit fantasy, les récits d'aventure par la violence. Euh, Parce qu'il existe parce que s'il existe un dégoût de la violence et qui doit être pensé dans le récit, il existe aussi un plaisir du courage, un plaisir un plaisir de l'obstacle, un plaisir même de la peur, c'est un plaisir presque
d'avoir peur pour son personnage, d'être triste pour les personnages secondaires qui meurent. Et dans le Sif, je trouve ça très, très bien fait, et notamment une des scènes que je préfère dans le traitement des scènes de violence, qui est plutôt un modèle dans la manière dans laquelle moi, par exemple, dans des campagnes de jeux de rôle, parfois j'essaye de reproduire cette idée, c'est la fameuse bataille d'Ekpas. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est un moment dans le cycle où le héros, enfin le Sif, vit une bataille mais ne voit rien. Parce qu'il est au milieu d'un carré de mercenaires et il ne voit que des types, des dos de types, des mecs qui meurent à gauche, à droite, et c'est ça. Bon, il entend des trucs, quoi. Il entend des trucs. Et je trouve que c'est une idée géniale parce que c'est littéralement ça pour beaucoup, l'expérience de la bataille. C'est des lignes qui piétinent, c'est du stress, c'est de l'angoisse. Et d'ailleurs, pour ceux qui font pour ceux qui font du GN ici, ils ont évidemment d'autres rapports à la bataille, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment la guerre. Et donc, du coup, il y a ces moments de violence qui surgissent, mais il y a aussi des moments qui sont des moments jouissifs dans le cycle, qui ne sont pas du tout des moments d'action, qui sont plutôt des moments de réflexion ou d'interaction avec le monde et de développement des personnages, etc. Et en fait, à un moment donné, en lisant le livre, j'étais presque à me dire, mais il pourrait arrêter de se battre. Déjà, deux, trois batailles pour un combattant, à l'époque, c'était beaucoup. Ah, oui. Il ne faut pas pousser la chance trop loin. Et donc voilà, je trouvais ça très intéressant. Et c'est quand même un truc qui n'est pas beaucoup utilisé dans le jeu de rôle, je trouve. En général, les jeux de rôle ont tendance en tout cas les campagnes de jeux de rôle, ça dépend lesquelles, mais les classiques ont tendance à multiplier l'aventure, et c'est aussi super parce que c'est un autre type de plaisir, c'est pas le développement, peut-être, c'est moins le développement d'une idée politique sur la violence que le développement du plaisir de tout le monde à vivre un truc un peu tarantinesque. Mais il y a des clés, à mon avis, d'aventure super intense où on rend où le combat ne se produit pas parce qu'il doit se produire, mais tout simplement presque parce que personne n'a le choix. Et que les gens plus forts en face décident du combat, parce que c'est ça, un combat au Moyen-Âge. Personne ne va affronter un adversaire égal. On affronte toujours l'adversaire qu'on sait qu'on va battre. Donc il y a toujours un camp qui se chie dessus, littéralement. Et ça, c'est pas drôle du tout. Il n'y a rien de romantique, quoi. Ou des pics. Ou des pics, ouais. Par contre, il y a des pics, quoi. On se fout des pics dans le nez, ça va lentement. Je crois qu'on a encore... Parce que je voulais profiter pour rebondir sur la question du rapport dans le world building et dans le fait de fabriquer un monde pour que des gens soit lisent une histoire, soit créent une campagne de jeu de rôle, entre le petit et le grand. Et donc, la question de l'agentivité des joueurs, et donc, dans le parallèle qu'on est en train de faire, de l'agentivité du personnage principal. Je vois une piste, je vois une nette différence entre la littérature et le jeu de rôle pour ça. C'est que en littérature, les moments où le personnage n'a pas beaucoup d'agentivité sont très intéressants, et dans le jeu de rôle, beaucoup moins. Est-ce que c'est moi qui manque d'imagination? Est-ce que tu as déjà expérimenté un peu l'inverse? C'est-à-dire des jeux de rôle presque où on nous raconte une histoire? Parce que le début du cycle, Sif est un peu ballotté. Hein. Sif est... Oui, bah, ça c'est le. Mais d'ailleurs, je sais que c'est aussi un des points d'achoppement du cycle, quoi. C'est-à-dire, je sais qu'il y a des gens qui rencontrent le cycle et qui n'aiment pas le fait que, en gros, pendant, les. Même toujours, en fait, même au 4e tome, Sif, il continue à beaucoup subir le monde, quoi. Oui, c'est intéressant. Oui. Il subit encore le monde. Hein. Ouais. Et ça, effectivement, en jeu de rôle, c'est compliqué. À un moment, c'est plus marrant. Mais peut-être que justement, c'est le
une des stratégies que moi j'ai employées pour essayer comment dire, de diluer cet effet-là, c'est quelque chose qui, je pense, passerait difficilement en jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est beaucoup par le biais de ses monologues intérieurs, de ses réflexions, de comment est-ce que, enfin, de qu'est-ce qu'il fantasme, de qu'est-ce qu'il pense, de qu'est-ce qu'il projette. Et ça, ouais, pour le coup, mais je pense que c'est pas forcément très compatible avec la forme narrative du jeu de rôle. Ceci étant, à plusieurs personnages, pourquoi pas. On a fait un micro début de campagne avec Justine Niogré, dont je recommande le livre à tout le monde, qui faisait la meugeux, pour le coup, et qui nous a fait jouer. On était 3 joueurs et on jouait des orques. Et on jouait des orques dans le setting de. Je crois que c'est un des settings proche de Donjons et Dragons. Je ne sais pas si tu vois ce truc. C'est en gros, en théorie, dans le jeu, tu joues les révolutionnaires. En gros, c'est genre, le principe, c'est Sauron a gagné. Et dans le jeu, tu joues les révolutionnaires qui sont les elfes, les nains, les peuples libres, qui vont essayer de renverser la vapeur. Mais en fait, nous, on jouait dans ce contexte-là. Sauf qu'on jouait les orques. C'est génial. Et donc, on était genre, c'était genre la culture des gangs dans une espèce de grotte au fin fond de je sais pas où à un moment, on est choisi par un chef de guerre pour aller faire la guerre. On ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi. Et en gros, très rapidement, on se retrouve séparés et en fait, on est livré à nous-mêmes. On découvre un espèce d'EHPAD pour vieux orques qui sont allés faire la guerre et qui nous disent de ne pas y aller. Enfin bref, et il se passe rien. Il s'est passé rien à part qu'on était paumé dans la montagne parce que on nous avait envoyé à la guerre et qu'on savait pas par où aller. Enfin bref. Et du coup, ouais, je sais pas si je réponds vraiment à la question, mais si, parce que moi, en tout cas, tu réponds à une question que j'ai personnellement, c'est que j'ai de plus en plus des désirs d'expérimental dans le jeu de rôle. Qu'est-ce que c'est que faire une campagne où il n'y a pas beaucoup d'action? Qu'est-ce que c'est que faire une campagne où il ne se passe rien? Qu'est-ce que c'est que faire une campagne où on joue plutôt les gobelins qui sont massacrés par les héros? Et c'est des choses qui sont beaucoup plus naturelles à la littérature, à l'écriture. C'est des choses qui sont en fait beaucoup plus faciles d'accès à l'écriture. Oui. Et c'est des choses qui sont difficiles pour le jeu de rôle parce que déjà, il pose la question de la nécessité du maître du jeu. C'est pas du tout sûr qu'on ait besoin d'un maître du jeu pour faire des choses beaucoup plus expérimentales. Et aussi, ça implique, mais comme parfois il faut aller se mettre en difficulté quand on va lire quelque chose, ça implique que les joueurs et les joueuses se mettent un peu en difficulté et tentent des choses. On va parler de narrativisme en fait maintenant, parce que du coup, en gros, c'est ça moi, c'est un truc qui m'intéresse carrément. Pour faire une micro-parenthèse sur de l'expérimental, ou pour le coup, c'était vraiment expérimental, est-ce que je vais parler d'un truc dont je cause un peu de façon récurrente, mais la théorie de la fiction panier d'Ursula Le Guin, tu vois ce que c'est? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, je vais faire bref, mais c'est un texte théorique où, en gros, elle explique les origines de la fiction et elle oppose deux formes de fiction, la fiction lance et la fiction panier, en faisant référence au fonctionnement, parce qu'elle était anthropologue, au fonctionnement des sociétés néolithiques. C'est un texte passionnant que je recommande, et court et simple à comprendre. Je recommande à tout le monde de le lire. Donc, La fiction panier de Ursula. Comment ça s'écrit? La fiction La fiction panier, comme un panier. Ah, panier, d'accord. Oui, on trouve direct sur Google. Voilà. Et il y a l'été dernier, j'ai fait jouer un groupe de camarades dans le cadre d'une expérimentation de poser la question: est-ce que narrativement on peut mettre en pratique les conseils ou on va dire le propos d'Ursula Le Guin dans ce texte théorique en piochant les personnages dont elle se sert dans ce texte pour l'illustrer, qui sont des personnages du néolithique, donc Ook, Hob, machin. Et donc en gros, j'ai fabriqué 4 fiches de perso
fiches de perso, et on a joué pendant 4 heures des personnages dans une grotte au néolithique, et il s'est passé rien pendant 4 heures. Et donc, en gros, le défi, c'était est-ce qu'on peut créer ensemble une narration collective qui tient la route et qui est intéressante à vivre, où il y a zéro conflit, il se passe rien. Enfin, non, il se passe pas rien. Il se passe pas de conflit. Il y a pas de la violence n'est pas le moteur du récit. Et c'était excellent. C'était vraiment excellent. On a passé un super moment. Mais pour le coup, c'est comme tu disais, j'articule avec le narrativisme, c'est plus exigeant des joueurs. Ça, c'est clair et net. Ouais. Et ça demande aussi oui. Ça doit aussi être hilarant. Ouais, c'est génial. C'est génial, mais ça demande aussi aux maîtres des jeux de se déconstruire par rapport à comment nous aussi on a appris à être des maîtres des jeux, parce que à être le jeu. Ouais, à pas être dans le contrôle, à justement être dans l'idée qu'on va tisser une histoire collectivement avec les joueurs, les joueuses, et que c'est ça l'objet du truc, c'est de créer une histoire ensemble. En fait, c'est ça qui importe. Et en fait, ce que je trouve passionnant dans le narrativisme, c'est que pour moi, alors j'adore les simus, j'adore les systèmes très simulationnistes. D'ailleurs, parenthèse, j'ai joué cet été au super système d'un pote qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir bientôt, qui s'appelle Damien Coltis, et qui est en train de sortir un jeu qui s'appelle Zombiologie. Il y aura un Kickstarter cet été, et j'ai trouvé vraiment malin de ce point de vue-là, une espèce d'approche presque une intégration par les règles des joueurs et de l'importance du roleplay par les joueurs. Et je crois que le narrativisme, c'est très littéralement ça. C'est au lieu de faire des règles, au lieu que les règles soient un système qui vise à rationaliser la réalité physique de l'univers, c'est un système qui vise à faire avancer une histoire. Et ça, je trouve ça passionnant. Et c'est avec lui, d'ailleurs, qu'il y a potentiellement le projet d'un cycle de CIF en jeu de rôle. Effectivement, il y a plus que potentiellement le projet du cycle en jeu de rôle. Enfin, c'est quelque chose dont on a discuté beaucoup. Et moi, je suis hyper chaud pour que, quand j'aurai bouclé le cycle à l'écriture, on va se lancer dans la création d'un jeu de rôle autour de l'univers du cycle. Voilà. Ce qui risque d'être... pour le coup, moi, je te l'avais dit, j'ai déjà failli lancer une campagne dans le CIF, mais alors s'il y a le jeu de rôle qui sort carrément, ça va être vite résolu. Je vois une question dans le chat qui va me permettre... Je ne suis pas du tout ce qui se passe dans le chat, je suis hyper désolé, le chat, pardon. Non, t'inquiète, je regarde un peu et... qui va me permettre de t'amener sur une autre question que j'avais. En fait... Oui, c'est Midnight, pardon, putain. Pardon, c'était effectivement le setting, c'était Midnight. Oui, merci. Midnight, ça a été merci Bayhush qui précise que c'était le setting. Pardon, excuse-moi, Balthazar. Non, t'inquiète. C'est pour ça que je ne regarde pas le chat. Moi, je voudrais parler du choix qu'on fait un peu en tant que créateur d'univers quand tu es maître du jeu. Donc, là, je parle vraiment pour les maîtres du jeu qui inventent en fait leur univers. Parce que d'ailleurs, je conseille beaucoup MJ parce que c'est quand même un des grands intérêts du jeu de rôle, c'est qu'on joue tous dans un truc qu'on a inventé. C'est oui, un des grands enjeux, c'est est-ce qu'on veut raconter quelque chose en particulier avec un univers? Est-ce que
le fait de créer un univers n'est pas juste le fait de produire quelque chose de réaliste, mais aussi raconter une histoire. Alors, au tout début de notre entretien, justement, toi, tu as dit un truc extrêmement intéressant. Tu as dit, moi, j'écris un univers de fantasy pour parler de notre monde. Ce pas de côté en littérature, il nous permet d'évoquer, ou alors peut-être on en a discuté avant, mais il nous permet d'évoquer le monde réel, et il permet de le faire un peu en trompant son lectorat, en tout cas en évitant qu'il soit repoussé par le fait de parler du monde. Dans une campagne de jeu de rôle, on écrit aussi un univers avec une idée. Et donc, la question que je voulais te poser, Pekka, c'est à quel point l'idée politique et le désir politique est présent quand tu écris un univers. Eh ben, pour le coup, je pense que c'est deux choses que moi j'aurais tendance à dire comme ça, qui sont assez différentes. C'est-à-dire que dans un roman, tu maîtrises ta narration. Donc, apporter un propos, d'une part, c'est toi qui vas apporter le propos, et d'autre part, tu vas pouvoir maîtriser ce propos. Dans le cadre du jeu de rôle, le propos, c'est, on va dire que tu vas poser des possibilités plus ou moins fortes que tel ou tel propos soit plus ou moins évident. Mais ensuite, c'est aussi les personnes avec qui tu joues qui vont choisir de s'approprier ça ou pas. De comment est-ce qu'elles vont l'aborder? Probablement pas de la manière dont tu l'avais escompté. Après, ça pose plus largement la question. Enfin, tu parlais de politique. Moi, j'ai tendance à dire que tout est politique, mais ça, je pense que ça rejoint peut-être une de mes marottes habituelles sur le fait que des gens ne soient pas d'accord avec ça. C'est-à-dire que en gros, pour reprendre l'exemple qu'on a pris en début de cet entretien, mais par exemple, qui dirait, bah non, c'était pas politique, à l'époque, on rentrait dans un camp de gobelins, on tuait tout le monde, et c'est parce que c'était comme ça, c'est parce que c'était le mal, et voilà, mais c'était pour se divertir, tu vois, l'idée du simple divertissement, il est pas mal récurrent là-dedans aussi. Et moi, j'y crois pas une seconde, quoi. Je crois que En fait, en vérité, quand je te pose la question, c'est que on se connaît un peu et on sait que, moi je sais qu'on partage ça. C'est l'idée qu'on puisse décrire un monde imaginaire avec ses rapports de pouvoir et ses religions et ses pouvoirs en place, en se détachant totalement d'un jugement moral sur ce monde qu'on écrit, c'est faire quelque chose qui, selon moi, et je voulais aussi te poser la question là-dessus, est-ce que c'est pas faire quelque chose qui est complètement à l'encontre, précisément, de l'invention un peu de la fantasy, des premiers univers créés comme ça. Tolkien a évidemment une idée politique quand il fait son univers, même si c'est un univers complètement essentialisant, dont on va se détacher en ce moment parce que c'est un peu passé, quoi. Ça appartient quand même à une manière de voir les choses qui est un peu dépassée. Oui, ceci étant, pas partout, hein, et d'ailleurs, ça revient en force, ce genre de façon de voir les choses. Tu vois, par exemple, les nouvelles générations les nouvelles générations. Je ne veux pas globaliser, mais il y a de manière évidente un espèce de contre-coup, par exemple, notamment chez les mecs, dans la manière dont ils vont se représenter les rapports de genre, qui est genre turbo-essentialisante, quoi. Enfin, le mouvement incel, notamment, incarne ça, et a beaucoup dégueulé sur
les perceptions, et notamment dans le milieu geek, mais tu vois, a pas mal dégueulé sur on en est employé leur vocabulaire, tu vois, genre, je sais pas, she's a one, she's a ten, tu vois, tout ça, c'est un vocabulaire qui est né chez des crypto-fascistes sur Tu veux dire 4chan, quoi. qui sont liés à l'univers comment dire, au milieu parolistique, mais Non, 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 ça, j'y crois pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que la manière, la métaphysique essentialiste n'a pas disparu. C'est ça que j'essayais oui, de, non, bien de sûr, dire. pas J'essayais globalement, voilà. mais dans en fait, plutôt précisément, en tout cas dans ton travail, et il y a en fait, la question que je voulais un peu poser, c'était, et donc du coup que j'adresse un peu à tous les MJ qui écrivent des univers, c'est peut-être pas une question, c'est peut-être presque une mise en garde. C'est pourquoi on fait un univers, pourquoi on fait un univers si c'est uniquement. Est-ce que l'univers il a uniquement le but de presque venir remplir un peu un désir vide, une envie de décrire autre chose, ou est-ce que précisément l'univers inventé, une pareille histoire ne doit pas justement être relié à ce qu'on connaît, dire quelque chose sur ce qu'on connaît. Moi, je pense souvent à Philippe Cadic et à la question de l'Uchronie. L'Uchronie, dans son traitement classique, dans les fictions ou dans les séries ou je sais pas quoi, elle a presque un rôle un peu jouissif. On va dire que, on va faire comme, ouah, c'est fou. Mais en réalité, chez Cadic, l'Uchronie, elle a uniquement un rôle. Elle ne veut que parler du réel, et je pense au maître du haut château. Mais en fait, fondamentalement, si on ramifie, tout ce qu'on va qualifier tout ce qu'on qualifie aujourd'hui dans le monde francophone des littératures de l'imaginaire, en gros, ce sont les ramifications modernes du mythe, comme j'expliquais. Et là, on est en plein dans mon sujet. C'est du coup ce que tu dis, ça pose la question de c'est quoi la fonction sociale du mythe. Et en fait, l'idée que le monde imaginaire, l'élaboration de mondes imaginaires puisse ne remplir aucune fonction sociale, pour moi, c'est ne pas comprendre fondamentalement quelque chose à propos des imaginaires d'une manière générale. Pour moi, la fantaisie, peut-être plus précisément, parce qu'elle incarne peut-être encore plus lisiblement que les autres genres ce qu'est une mythologie moderne, remplit exactement les mêmes fonctions sociales que le mythe que la Bible a rempli dans les églises pendant hyper longtemps, et que le mythe a rempli dans toutes les cultures humaines. Nous sommes, comme je te disais au tout début, nous sommes des êtres à histoire. On utilise la narration pour faire sens de nous-mêmes, de l'univers dans lequel on évolue. Et en fait, nos histoires, nos mythologies, nos histoires fondatrices servent à quelque chose. D'une part, le mythe sert à rassembler le groupe autour du feu, très littéralement. Et c'est là qu'on va dire où on est, qui on est, d'où on vient, d'où on va, où est-ce qu'on va. Surtout d'y on vient. L'histoire des origines détermine beaucoup où est-ce qu'on va. Et donc, c'est à partir de cet endroit qu'on va élaborer tous les codes et le langage qui va permettre l'émergence d'une culture. C'est précisément à cet endroit que se forgent tous les ingrédients vitaux, à la fois le ferment et le ciment de c'est quoi une culture. Et ça, on le fait en écrivant des romans, mais on le fait aussi en intégrant des univers qui nous dépassent comme des univers de jeux de rôle, en expérimentant narrativement dans ces univers où
Pour certains, il y a encore des dieux, pour d'autres, il n'y en a pas. Bref, c'est pas un hasard si, tout à l'heure, je parlais de culture geek, mais on pourrait affiner le truc et genre parler de culture rôliste, si on veut. Mais c'est pas un hasard qu'il y ait une culture rôliste, que cette culture, elle soit née. Parce que forcément, quelque chose va naître de ces pratiques-là. Et elle a ses propres mythes. Elle a sa propre mythologie. Ses propres dieux. Gary, si tu nous entends. Dieu, Gary Gygax, Matt Mercer, si tu nous entends. Ouais, mais complètement. Moi, je suis très content que tu me dises ça parce que, bon, c'était une question un peu chargée, évidemment. C'était une question qui était orientée. Je considère pas du tout qu'une campagne de jeu de rôle, je parle de ce que je connais parce que tu as les deux casquettes de écrivain et de rôliste, je n'en ai qu'une. Et je pense pour l'instant. Pour l'instant, je pense pas du tout qu'une campagne de jeu de rôle soit un objet froid. Je pense que dans toutes les histoires que les groupes de jeux de rôle se racontent, il y a en fond, en tension, une question morale. Bien sûr. Ça peut être une question morale expérimentée par le jeu d'être des méchants. Je dirais même que c'est une question politique. Mais... Oui, mais il y a une lutte, la mise en jeu d'une lutte morale, éthique, et les joueuses et les joueurs s'en rendent très vite compte. Et d'ailleurs, certains jouent avec le fait de la briser. Et en fait, dire déjà, je ne suis pas moral, mon personnage n'est pas moral, c'est déjà dire quelque chose. Je suis chaotique neutre. Exactement, je suis chaotique neutre, c'est déjà apporter cette proposition dans le tas d'hommes préhistoriques qui s'installe autour du feu et qui, bon, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire. Mais du coup, ça me fait, par beaucoup de chance, rebondir sur une question que je voulais te poser à propos du cycle. Et en général, je trouve un super écho dans la question du world building, qui est la question de la religion. Ouais. Souvent, dans les univers de jeux de rôle, les setups de jeux de rôle, la religion, c'est un truc établi. Voilà, souvent, c'est des espèces de proxys polythéistes du passé, avec des dieux et des déesses un peu classiques, comme on avait à l'Égypte antique, à la Grèce antique, à la Perse, et qui sont une espèce de modification. Souvent, d'ailleurs, c'est les mêmes noms, avec des syllabes inversées, etc. Ces dieux et ces déesses, elles représentent souvent justement la capacité de dire « Ok, il y a un monde. C'est ça le monde. Il y a des catégories, c'est ça les catégories. Vos personnages doivent respecter ces catégories. Ouais. Ou lutter contre elles. Mais dans les deux cas, elles existent, elles sont très fortes. Elles constituent l'armature du monde. Donc ça, c'est l'aspect religieux. Il y a aussi l'aspect politique. Dans le cycle de Sif, je trouve que la religion est assez peu démontrée, assez peu exposée. On sait qu'elle existe, puisque la langue des primautés, je crois que c'est la langue des neufs. Non, ça c'est Jara. Mais ça, c'est Jara. Donc on sait qu'il y a des religions, on sait qu'il y a des philosophies, mais dans mon expérience de lecture, la seule fois où la religion apparaît au plus fort, c'est plutôt pendant un moment révolutionnaire. C'est plutôt où justement on va constituer une mythologie, c'est la révolte de Vaux, et la divinité vient en quelque sorte renverser l'ordre établi. Et ça rebondit un peu sur ce que tu as dit à propos du fait que les mythes ont tout le temps des fonctions sociales. Est-ce que la fonction sociale du mythe, c'est pas précisément la révolution? Est-ce que la fonction sociale du mythe, c'est pas la révolution? Non, je crois pas. Le changement, la révolte. Je crois que ça peut l'être, mais je crois que ça dépend très fort du coup du sous-texte. C'est-à-dire que métaphysiquement, un sous-texte essentialiste va avoir tendance à renforcer un ordre, l'ordre tel qu'il est, tandis qu'une approche matérialiste va avoir tendance à ouvrir la possibilité de la question. Donc, c'est pas exactement la même chose, quoi. Mais tu peux imaginer parfaitement une religion essentialiste comme la chrétienté,
qui produit un discours révolutionnaire. Oui, 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 tout à fait. Ça, tu peux, enfin, un produit. Après, qu'est-ce que tu entends par un discours révolutionnaire? C'est-à-dire un discours qui change l'ordre établi. Mais Par enfin, exemple, n'importe Dieu. quel discours peut changer un rapport, oui, un rapport établi. Non, c'est pas ça. Merde, pardon. Non, mais Attends, j'ai des saccades dans mon. en tout cas, c'est intéressant parce que dans le cycle, euh, euh, tu disais plutôt que tu avais pensé tout le cycle un peu en opposition avec la fantaisie essentialisante ou avec les objets qui sont fixes. Ouais. Au contraire, Sif, c'est plutôt un héros. Enfin, l'enjeu du cycle, c'est plutôt pas le bien contre le mal, mais l'individu face à la société et donc aussi le truc inerte face au changement. Comment les choses évoluent. Je dis ça parce que on voit beaucoup les personnages qui souffrent du féodalisme et des inégalités sociales, des inégalités de classe qui existent dans un monde médiéval. Et il y a un moment donné dans le roman, enfin dans la saga, où il y a un moment de bonheur et de changement, et il y a des individus qui se libèrent de ça. Ouais. Et cette libération, elle provient d'un discours religieux. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu. Alors, je l'ai mal donc, lu. plusieurs choses. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais à la base sur l'univers lui-même, où effectivement la question de la divinité, elle est peu présente. Alors, ce que tu dis là, c'est vrai en fait pour certains des peuples de la péninsule, notamment et pour des raisons très différentes. Mais les deux peuples qui élèvent Sif sont dans cette perspective-là. Quand je dis élève, c'est en tant qu'enfant, quoi. Donc en gros, les Brunides et les clans, pour deux raisons très différentes, que je peux expliquer vite fait si tu veux. Mais, avec plaisir. Donc en gros, les clans vivent dans les Hautes-Terres, dans la forêt de pierre. Et la manière de rationaliser la vie extrêmement difficile qu'ils ont là-haut, ils vivent, en gros, ils habitent une forêt primaire où il n'est pas rare de se faire croquer, manger, choper des maladies bizarres, machin. Eux, comment ils ont décidé de rationaliser le truc, c'est alors évidemment les esprits existent, mais en fait ils s'en foutent de nous. Donc ça sert à rien d'essayer de leur parler ou d'essayer de les amadouer ou quoi, parce que ça marche pas. Donc eux, ils sont leur société, leur culture s'est développée autour de cette idée-là. Et ensuite, on a les Brunides qui, eux, arrivent d'une autre culture. En fait, les Brunides, à la base, viennent d'une colonie. Enfin, c'est une colonie. Et viennent d'une autre entité culturelle qui s'appelle Pars, qui a été qui est un peu mon Atlantide, en gros, qui a été détruite par l'eau et le feu lors d'une grande explosion volcanique. Et donc, en fait, à Pars, les dieux qu'on vénère sont des dieux lars. C'est des dieux qui habitent, donc la cité Pars était habitée par ces dieux, en fait. Les dieux étaient dans la pierre. C'est comme ça un peu comme c'était le cas à Rome, quoi, tu vois. Les dieux sont situés quelque part. Et en fait, avec la destruction de Pars, les dieux sont morts. Et donc les Brunides sont là, bon ben oui, on croit au génie, on croit aux esprits, mais en fait les dieux sont morts, donc il y a des petits cultes locaux qui se développent, qui donnent des offrandes aux esprits, aux génies, dans l'espoir de peut-être s'attirer leur faveur ou quoi, mais en réalité la société civile brunide n'a pas de composante religieuse. C'est pas comme la société médiévale telle qu'on la connaît, où on a le tiers-état, le clergé et la noblesse. Nous, on n'a pas les Brunides n'ont pas le clergé. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce qu'évidemment, j'ai fait ça pour une raison. Parce que, comme je te disais, comme on n'arrête pas de le répéter, le cycle, il me sert à parler du monde dans lequel on habite. Et notamment, pour moi, les Brunides, la société Brunide, c'est la société dont je me sers pour établir un parallèle entre notre société et qui est plutôt la société occidentale, qui est plutôt la l'Europe. société occidentale. Exactement. Voilà.
Donc, qui est assez sécularisée, qui n'est plus très religieuse. complètement. Du coup, ça, je pense que la parabole est plus facile dans ce. Plus je pose de points en commun, donc c'est une société libérale, c'est un patriarcat, c'est une société. Enfin bref, il y a toutes les composantes sociales de notre société existent chez les Brunides, avec des petites variations. Mais en gros, elles sont là. Quand je parle des Brunides, je peux parler de nous, en gros. Entre autres choses, hein, mais voilà. Et du coup, quand le changement dont tu parles, il arrive, donc là, spoil pour les gens qui n'ont pas envie de se faire spoil. Mais donc, en fait, l'aspect religieux de la révolution vauvoise, en fait, il est très restreint. Il est restreint aux Kétoï et aux Feuillus, qui sont les révolutionnaires du nord du pays de Vaud, d'un seul de ces 4 cantons, du canton de Spinel, et qui ont un rapport religieux avec le plateau des Ronces et les Kétoï. Et en fait, en gros, quand il se passe ces événements, bref, là pour le coup, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais quand leur déesse vivante a tout d'un coup la capacité de leur parler, ce qu'elle leur dit, c'est qu'en fait, bon, ben voilà, en fait, maintenant, il n'y a plus de religion. Maintenant, la religion, ça va être qu'il n'y ait plus de religion et ça va être de tout changer. Allez, salut. Et en fait, elle disparaît. Et du coup, toute la révolution vauvoise, alors oui, elle est largement impulsée par des gens qui arrivent depuis une croyance religieuse, mais qui arrivent depuis une croyance religieuse parce que, en gros, cette créature qui s'est fait prendre pour une déesse n'a pas de manière rationnelle de leur expliquer qu'en fait, il l'a vénérée pour de très mauvaises raisons. Donc, elle prend des moyens détournés pour leur expliquer ce qui est en train de se passer. Elle comprend qu'elle va pas. Oui. Non, mais c'est peut-être ce point, au fond, que je pense que je trouvais peut-être involontairement, mais ou alors assez réaliste. C'est que j'ai la sensation que ces changements, s'ils ne passent pas, parce que effectivement la déesse dit arrêtez de me vénérer, mais oui, elle disparaît. Elle disparaît, mais enfin, elle disparaît. Son média, c'est sa divinisation. En fait, je dis ça parce que dans la lecture, il y a un truc un peu sacré qui émerge. Mais peut-être parce que la Révolution, c'est un peu sacré. Autour de ce personnage ou autour de la Révolution? Autour de la Révolution, de la disposition psychique des gens qui semblent tous partager un peu ce bonheur. En fait, le bonheur partagé comme ça, c'est un peu, ça peut être un peu mystique, quoi. Ça peut être Oui, ben, ça renvoie tout de suite à, je sais pas, des élans un peu sectaires ou, tu sais, c'est la sempiternelle communauté bienveillante dans le monde post-apocalyptique dont tout le monde se méfie parce qu'évidemment, ils mangent les gens. Ben, tu vois, c'est marrant parce que tout à l'heure, on parlait des circonstances de notre rencontre et de la joie qu'il y avait à être et à faire ensemble. Et moi, je crois que c'est un truc que j'ai pas trop de soucis à. Enfin, oui, ça nous fait peur, mais parce qu'on a beaucoup été conditionnés à se méfier de quand ça va bien. Et ça, je pense que c'est essentiellement parce que on vit dans une société qui est gérée au bénéfice de gens qui ont intérêt à ce qu'on pense que c'est bien de se contenter du moins pire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, juste pour rebondir sur Vaud plus précisément, mais du coup, l'immense majorité des Vauvois restent séculaires, en fait, n'ont aucun rapport avec la verte vigne, n'ont aucun rapport avec les Kétoï, et en fait, ont juste accepté qu'il y ait une impulsion politique du fait qui vient pour le coup du sommet. Oui. Et donc acceptent en gros des réformes politiques qui leur permettent de vivre en gros
ben, comme ils vivaient déjà, sauf que là, il n'y a personne pour leur faire, pour les envoyer à la guerre, les taxer. Enfin, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais à mon avis, je pense que cette sensation que j'ai provient aussi du fait que, on avait discuté avant, mais qu'au moment où je lisais le cycle, j'étais plein de ces récits des guerres paysannes et des révolutions du Moyen-Âge en Europe qui sont tout le temps sous impulsion d'une pensée millénariste chrétienne, où la révolution est un discours divin, en fait, où il y a vraiment un truc de Dieu a dit que nous étions tous des hommes. Et il y a une phrase qui est très forte qui est de Müntzer, de Thomas Müntzer, le révolutionnaire dont je t'ai parlé, qui dit quand Adam et Ève, quand Adam péchait et que Ève filait, où étaient les gentilshommes? Bon, je voulais parler de ça parce que je trouvais que dans Autogestion, camarade. C'est ça. Dans le world building, la religion comme force de révolution, c'est un super outil délirant qui fait à la fois très peur et qui est à la fois jouissif. Je pense à la super série du Livre des Martyrs de Erickson, avec le Panon Dominion ou je sais pas quoi, là, le truc révolutionnaire de mort-vivant, terrifiant, psychotique, qui était un objet d'admiration craintive. Ah, c'est une révolution de nécromanciens, littéralement. Enfin, mais c'est des croisés, quoi. C'est des croisés de la folie. Bon, j'ai l'impression qu'on a dépassé le... On a totalement dépassé, Balthazar. Je sais pas si c'est encore chat, je sais pas si on est... Écoute, peut-être qu'on peut conclure sur un truc, et donc c'est moi qui ai un peu dévié, mais peut-être qu'on peut conclure sur un truc un peu plus rattaché au sujet. Est-ce que, en quelque sorte, est-ce que dans le cycle, est-ce que ton expérience du jeu de rôle a alimenté ton expérience de l'écriture, simplement? Est-ce que ton expérience du jeu de rôle ou c'est vraiment deux choses très très séparées? Non, évidemment que non. Mais ce qui me passionne dans le jeu de rôle, c'est les histoires. Moi, je suis passionné par les histoires. Comme j'arrête pas de répéter depuis le début, je pense que nous les humains, c'est un peu notre caractéristique principale, c'est d'utiliser la narration pour comprendre. Qu'est-ce qu'on fout là, c'est quoi tous ces trucs. Et du coup, tu vois, comme mon parcours littéraire, il est bizarre. Tu vois, j'ai fait du roman noir, j'ai fait de la poésie, j'ai fait du nature writing, j'ai fait de la poésie, enfin, de la fantasy, j'ai fait plein de trucs différents. Parce que, et le jeu de rôle, c'est pareil en fait. C'est des modes narratifs différents, mais tu apprends toujours. Moi, je suis toujours fasciné par les gens qui viennent me demander des conseils pour écrire une saga. Alors, je peux sans doute offrir des réponses peut-être un peu plus informées que la moyenne, mais le fait est qu'on apprend en permanence. Moi, je ne sais pas écrire une saga, j'apprends à écrire une saga en écrivant une saga. Et c'est cette expérience-là qui, je pense, me plaît dans ces deux médiums, le médium littéraire, enfin le médium narratif littéraire, le médium narratif du jeu de rôle, sont deux choses très différentes. Mais par exemple, en jeu de rôle, qui n'a jamais été surpris par ses personnages? Quel maître des jeux n'a jamais été surpris par ses personnages? Moi, je pense que tu vois ce que tu décrivais tout à l'heure avec l'idée d'avoir des personnages très différents et le fait que tu avais retrouvé un peu l'ambiance du groupe de jeu de rôle. Je pense que, ouais, je vais pas mentir, ça va de soi que plus tu expérimentes l'altérité, puisqu'en gros, le jeu de rôle, c'est ça, c'est la narration collective, certes, mais c'est surtout la rencontre avec l'altérité, une partie de jeu de rôle. C'est au-delà de l'histoire que tu vis et tout, le méta de l'expérience du jeu de rôle, c'est quand même un groupe de gens qui se retrouvent pour se raconter des histoires. Ouais. Et du coup, ça pose plein de choses. Ça pose, en fait, tu peux pas être un gros connard. Ouais. Sinon, on va pas te réinviter. Tu peux pas accaparer toute la place, sinon on va pas être réinvité.
Tu peux pas toucher à mes dés, sinon on va pas te réinviter. Mais enfin, tu vois, donc ça, moi je pense que l'expérience du jeu de rôle, c'est avant tout l'expérience de l'altérité. Et je crois que c'est aussi l'intérêt de la littérature. Et en fait, plus globalement, l'intérêt de la narration en soi, c'est que c'était une expérience. La narration est une expérience qui permet de sortir du solipsisme et d'expérimenter brièvement, certes de manière factice, certes par le biais de truchements, d'illusions, de jeux de théâtre, de ce que tu veux, mais d'avoir une expérience de l'altérité, une expérience souvent empathique de l'altérité. Et que fondamentalement, je pense que si on continue à faire ça, nous les humains, par tous les médiums possibles, parce que voilà, là on a parlé du jeu de rôle et du roman, mais il y a plein d'autres formes de narration qui permettent d'expérimenter la même chose. Il me semble que là, en fait, on touche peut-être à une des choses qui est le propre de l'expérience humaine. Et ça, c'est un sujet passionnant sur lequel il va de soi qu'on pourrait écrire une infinité de livres. Et d'ailleurs, est-ce qu'en vrai, tous les livres ne parlent pas de ça Non, mais non seulement c'est très vrai, mais en plus ça nous permet de finir sur une idée qui est très jolie, bon, pour ceux qui sont encore là et qui sont venus justement en tant que maître du jeu ou en tant que les deux personnes qui sont pas encore là, c'est que au fond, si vous êtes maître du jeu et que vous êtes en train d'écrire un univers, vraiment le plus important, c'est que vous appreniez à le faire au fur et à mesure de la campagne, quoi. Que ce soit un truc qui soit fait en fonction des retours des joueurs et des joueuses, que vous preniez ce qui est proposé par les joueurs et les joueuses et que vous le rendez, un peu réel. Parce qu'effectivement, la littérature comme le jeu de rôle ont ça en commun, que c'est un travail d'équipe. Alors, la littérature, d'une certaine manière, mais je non, pense mais moi, j'insiste toujours sur l'aspect collectif de l'écriture. Ouais, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Moi, je pose des choses, mais puisque le livre est un transistor, le travail d'ingestion et d'assimilation, c'est aussi un travail, il est aussi réalisé par quelqu'un. Ouais. Non, mais c'est ultra important parce que c'est vrai que parfois, moi, parfois, je peux me sentir un peu seul quand tu es maître du jeu. Tu peux avoir des sentiments un peu de difficulté solitaire, quoi. Et en fait, Alors que tu es entouré de joueurs. Alors imagine quand tu écris des bouquins, c'est l'angoisse totale. C'est ça. Bon, tu as des retours, heureusement. Tu parles. D'où le comité de lecture. Je pense que leur contribution la plus essentielle, c'est de me donner du recul sur une histoire que je connais déjà. Ouais. Bon, PK, c'était un plaisir. Bien sûr. C'est très gentil d'être venu nous voir et d'avoir partagé ton expérience et ton point de vue sur les choses. J'étais ravi d'être là. J'espère qu'on pourra le refaire. Et, je suis ravi de le refaire. Et merci beaucoup à ceux qui sont venus nous écouter, même si on a complètement dépassé, on a explosé le chrono. Et merci beaucoup à tout le monde, en tout cas. Et merci à toi, PK. Et merci à la FFJDR. Allez voir ce qu'ils font, c'est super. Ils font une carte interactive avec tous les endroits où on peut faire du jeu de rôle en France. Ils ont des conseils. Ils connaissent des auteurs. Ils sont top. C'est eux qui ont organisé cette entrevue. Et allez lire le cycle de Sif parce que c'est une dinguerie absolue. Et que je meurs d'attendre le tome numéro 5. Bien, ouais. T'inquiète. Très belle soirée, les gens. Vraiment, mille merci. Salut. Salut, salam. Salut.